Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une journée de colloque autour de la cuisine, de la gastronomie et de l'art de manger, ou de la pratique du manger, qui s'intitule Cuisine et performance et que j'ai préparé avec Nelly Kemener qui est à mes côtés, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, avec qui nous avions déjà eu le plaisir de travailler sur d'autres événements. Et donc je vous souhaite une très bonne journée de colloque. Nous allons démarrer d'ici 5 petites minutes le programme. Je vous rappelle donc que l'entrée évidemment est libre tout au long de la journée, que le colloque est diffusé en streaming sur notre site et que toutes les tables seront enregistrées en audio et en vidéo pour certaines et seront disponibles plus tard à partir de la semaine prochaine sur notre site également. Et je vous le redirai dans la journée aussi, mais il y a pas mal de choses qu'on a mises en place à la bibliothèque, des sélections de collections et des reportages que vous pourrez voir sur le magazine Balise, qui est notre magazine en ligne, et des sélections bibliographiques qui sont proposées à nos lecteurs à la BPI, qui se trouve au niveau 2 du bâtiment. Voilà, donc bonne journée de colloque à tous, et puis je laisse la parole à Nelly. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'avoir participé à l'organisation de cette journée d'études, ou ce colloque plutôt, sur cuisine et performance avec Jérémy Desjardins. Alors l'idée qu'on a eue en fait pour commencer à mettre en place ce colloque, c'était d'évoquer, ou en tout cas de partir d'un constat qui était notamment le fait que la cuisine est de plus en plus présente dans les médias, notamment à travers toute une série de représentations, d'émissions qui sont consacrées à la cuisine, ces émissions qui ont, on peut dire d'une certaine façon, explosé depuis quasiment 10-15 ans maintenant, à la télévision notamment. Et en même temps, de faire aussi le constat qu'il y a un autre mouvement un peu de fond qui s'opère dans le domaine culinaire, qui est de voir une logique un peu de patrimonialisation, puisque la gastronomie est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et tout ça a fait l'objet, bien sûr, de toute une campagne, on va dire, pour l'entrée au patrimoine de la gastronomie, alors qu'on peut bien sûr analyser avec des yeux ou un regard parfois assez critique, et ce qu'on va aussi discuter lors de cette journée d'études, à côté de justement cette discussion autour des imaginaires culinaires ou des imaginaires comestibles. Voilà, donc c'est ces deux mouvements qui nous intéressent, notamment pour discuter quels sont les types de représentations, quels sont les discours, quels sont les imaginaires autour de la cuisine, comment aussi on construit des imaginaires du nous à travers la cuisine, comment aussi on construit d'une certaine façon des corps, des performances corporelles à travers l'acte de manger ou de ne pas manger. Donc ce sont l'ensemble de ces questions que nous souhaitons poser aujourd'hui, et je remercie d'avance l'ensemble des intervenantes et intervenants qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Remerciements auxquels je m'associe bien sûr, et je vais tout de suite passer la parole donc à Isabelle Moissy-Copti, qui va animer la première table sur, directement en relation avec ce que Nelly vient de nous dire, sur cuisine, images, médias. Isabelle est directrice éditoriale des numéros spécial food de la revue de design Étape, et elle est journaliste, et elle va donc animer cette table et nous présenter le premier panel. Bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous présenter, pour commencer, les personnes qui vont m'accompagner autour de ce débat. Donc, Sidonie Nolin, qui est donc sociologue des médias à Sciences Po Grenoble. Stéphane Baïc, juste à côté, qui est donc photographe, essentiellement dans le domaine culinaire et gastronomique. Voilà. Et Evelyne Cohen, qui est historienne et anthropologue à l'Université de Lyon et au Lab NCIB, si je ne me trompe pas, entre autres. Voilà, la première chose peut-être pour commencer, recontextualiser peut-être un tout petit peu cette table ronde. Nous sommes réunis tous les quatre parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons étudié les relations entre les médias et la gastronomie, ou produit des supports qui sont de toute façon qui font intervenir des logiques de représentation de la gastronomie dans des médias. Je vais peut-être laisser chacun se présenter parce que
on a chacun des travaux très spécifiques et je pense que c'est intéressant d'avoir peut-être au début une brève présentation des parcours et des supports qui ont été produits par chacun ou des recherches en cours pour 2 personnes assises à côté de moi. Evelyne, peut-être que vous pouvez commencer. Eh bien, bonjour et d'abord... je tiens à remercier les personnes qui m'ont invitée à cette table ronde, et vous en particulier de l'animer. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la gastronomie, je dois le dire. Je suis une enseignante-chercheuse en histoire culturelle. Et donc, je me suis... Ma spécialité, ce sont les émissions de télévision, mais avec, je tiens à dire, pas simplement regarder la télévision, mais donc l'étudier comme un support médiatique en histoire culturelle, voilà. Et dans ce cadre-là, une de mes amies ici présente, Julia Xergo, travaillait donc sur le dossier pour le patrimoine mondial, la reconnaissance du repas de famille des Français, donc au patrimoine mondial. Et elle m'a suggéré donc de m'intéresser, de commencer à travailler plus précisément donc, sur les émissions culinaires. Donc, je me suis constitué un corpus historien. Ce corpus historien, il m'a intéressé. Il m'a intéressé parce qu'il me permettait justement de saisir un certain nombre d'évolutions culturelles, qu'il y a un côté extrêmement visuel justement de ces émissions et que les étudier, y compris sur le plan visuel, c'était vraiment très intéressant. Et puis, de fil en aiguille, nous nous sommes associés les uns et les autres dans des publications. Peut-être, est-ce que je les mentionne ici directement ? Oui. Eh bien, avec Julia, nous avons coordonné un numéro qui est de la revue Société Représentation, qui s'intitule L'artification du culinaire. Donc voilà, donc moi j'ai participé à ce numéro. Ensuite, avec un autre intervenant de la journée, qui est Denis Saillard, ici présent, nous avons donc réuni un ensemble de communications. C'est Denis Saillard et Françoise H. qui ont dirigé ce numéro qui s'appelle « À table » de la revue Le Temps des médias. Et enfin, je dois signaler, parce que c'est un travail de grande valeur, le travail d'un étudiant de master qui s'appelle Olivier Roger, qui a reçu le prix de l'INA et qui s'est plus spécialement intéressé aux recettes à la télévision. Et donc, il a écrit La cuisine en spectacle, les émissions de recettes à la télévision entre 1953 et 2012. Voilà, donc, si vous voulez, par différents biais, je me suis intéressée à cet objet à travers, on peut dire, des relations. Merci. Sidonie, peut-être que tu peux compléter. Je m'associe aussi aux remerciements à la fois envers les organisateurs et puis aussi pour Isabelle d'avoir organisé cette table ronde. Moi, je suis sociologue, donc j'ai fait une thèse qui portait sur le journalisme gastronomique. Et initialement, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on fabrique de l'information dans le domaine de la gastronomie, et notamment pourquoi ce domaine-là en particulier, parce que c'est un monde où les professionnels de l'information, les journalistes, sont en relation très étroite avec des professionnels, les cuisiniers, les producteurs, qui ont des intérêts économiques très forts dans l'information qui est publiée concernant leur activité. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on produisait cette information dans un contexte où elle est associée à des enjeux économiques assez importants. Donc j'ai fait une thèse sur ce sujet-là avec différentes approches. Une approche entre guillemets historique, parce que je ne suis pas historienne de formation, où j'ai étudié un magazine sur 70 ans, depuis sa création après-guerre jusqu'à aujourd'hui, pour voir comment avaient évolué les façons de parler de la cuisine, les personnes qui en parlaient, et la représentation des amateurs de cuisine au cours du temps. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur différents facteurs qui peuvent influencer l'information gastronomique et sa production,
notamment l'état du secteur concurrentiel, de la concurrence entre les différents dispositifs médiatiques, donc la concurrence sur le marché de la presse, de la télévision, etc. J'ai regardé aussi la façon dont travaillent les journalistes, en quoi ça influence l'information qu'ils vont être capables de produire, et l'effet aussi de leur parcours professionnel, d'où ils viennent, et est-ce que ça a une influence sur après ce qu'ils peuvent évoquer, ce dont ils vont parler dans les médias. Donc ça, c'était mon travail de thèse qui a donné lieu à un ouvrage que je n'ai pas apporté, mais qui a été publié en juin dernier, qui s'appelle « Des mots à la bouche », qui reprend toute ce travail autour de la fabrication du journalisme gastronomique. Et aujourd'hui, je travaille sur d'autres questions autour des trajectoires, cette fois-ci professionnelles des chefs, et comment on construit une notoriété on construit sa notoriété en tant que cuisinier ou que chef. Voilà. Merci. Et Stéphane, on reviendra tout de suite sur ces sujets. Stéphane, si tu moi, je remercie aussi tout le monde parce que voilà, c'est sympa. Donc moi, je suis photographe, donc je suis un petit peu dans l'outil pour la promotion de la cuisine et des chefs. Donc moi, je m'inscris dans une démarche soit de traduction de la philosophie, des recettes, du patrimoine culinaire, et aussi soit dans une traduction simple, soit dans une traduction où moi, en tant que photographe, je peux apporter un petit peu ma touche. Et là, on peut même aller sur une version peut-être plus artistique où chaque photographe peut apporter sa patte à l'édifice. Donc on est dans un partenariat avec le chef ou tout ce qui est sur la promotion du culinaire pour amener l'image culinaire à son meilleur niveau. On essaie de faire de notre mieux et voilà, c'est un petit peu ça. Donc moi je suis photographe depuis plus de 20 ans. Le culinaire c'est plus récent, cette spécialisation dans le culinaire c'est plus récent. Ça a été un choix. Moi je suis un photographe de studio, donc plus autour de la nature morte, et c'est ce biais-là qui m'a amené au culinaire, qui a été fait par choix. Pour les mêmes notions et les mêmes valeurs que peuvent avoir les chefs, c'est-à-dire le partage. J'aime bien manger, c'est un univers qui m'intéresse. Et après, professionnellement, c'est très intéressant aussi au niveau des matières, des couleurs qu'on peut travailler dans un univers qui est finalement assez restreint, parce que chacun a une image assez claire de ce qu'est le culinaire, de ce qu'est un morceau de bœuf, une carotte, etc. Donc voilà, et dans ce champ-là, on peut quand même avoir des univers à soi. C'est ce que j'essaie de faire avec mes images. Tout en traduisant des choses gourmandes, etc. En tout cas, tous les superlatifs qu'on peut entendre autour de ça. Donc voilà, moi je suis un outil à la fin pour mettre en lumière et donner un aspect intéressant à tout ça. Voilà. Merci. Et donc moi très rapidement, mais Jérémy vous l'a déjà mentionné, je m'occupe d'une revue qui s'appelle... je me suis occupée pendant très longtemps d'une revue qui s'appelait Étape en tant que rédactrice en chef. Pour finalement monter une collection de hors-série axée design et société au mois de mars, et dont le premier numéro est sorti début du mois d'octobre, et bien évidemment en lien avec notre sujet, c'est sur le food et le design. Voilà. Peut-être... alors moi, pour revenir à notre sujet, j'avais déjà une question, peut-être que Sidonie, tu peux répondre un petit peu à ça, et je pense qu'avec Evelyne, vous êtes très complémentaires. Comment on peut parler de nourriture à travers le temps ? Je sais que l'analyse sur 70 ans d'un magazine révèle des périodes et des manières de parler de gastronomie et de culinaire qui ont finalement évolué, dont les pratiques ont extrêmement évolué, dont la question de la représentation a évolué. Et je sais que vos études se croisent parce que du magazine qui fait finalement état de l'après-guerre, de la montée finalement de nouveaux outils médiatiques dans une culture qui arrive avec les années 60. Donc on arrive aussi sur les premières émissions de télévision qui sont votre sujet, Evelyne. Comment finalement, qu'est-ce que vous avez pu observer un petit peu ? Beaucoup de choses. Donc le magazine, je ne sais pas si on peut projeter la diapo. C'est bon. Ceci, oui, c'est bon. Alors, la première. Voilà. Donc le magazine que j'ai étudié, c'est Cuisine et Vins de France, que vous connaissez peut-être puisqu'il est encore en kiosque aujourd'hui. Et ma question, c'était au fond... c'était très naïf, mais je me disais qu'au fond, la façon de faire une recette... ça ne devait pas avoir foncièrement changé au cours du temps. Je ne savais pas trop ce qui avait vraiment changé. Est-ce qu'au fond, on pouvait voir des transformations. Alors, je suis
encore une fois, je m'excuse je prête mes excuses aux historiens qui doivent s'arracher les cheveux. Mais je ne savais pas trop, effectivement, comment vous pouvez parler différemment de cuisine au cours du temps. Et je me demandais si vraiment les choses avaient beaucoup changé ou pas. Et donc, j'ai étudié un magazine sur le long terme. J'ai pris celui qui était le plus ancien, qui était encore actuellement en kiosque. Donc, c'est Cuisine et Vin de France, qui a été créé en 1947. Et j'ai regardé plusieurs choses. J'ai regardé qui étaient les gens qui écrivaient dans ce magazine, qui étaient les producteurs d'informations, puisque ma thèse portait sur les journalistes gastronomiques. J'ai regardé de qui on parlait, c'est-à-dire comment on se représente le monde de la gastronomie au cours du temps, à différentes époques, et puis à qui on s'adresse aussi, quel est le lecteur qui se lit au travers de ce que présente le magazine. Je n'ai pas fait une étude de lectorat, puisque au début de la période, notamment, ça n'existait pas, les études de lectorat. Et en fait, tout change à la fois en raison des changements historiques, notamment, par exemple, les femmes qui se mettent à plus travailler à l'extérieur de leur domicile, ça implique des transformations sur la pratique de la cuisine domestique. L'émergence de l'agroalimentaire et des supermarchés vont aussi changer les pratiques. Et donc, pour aller assez vite, j'ai repéré 3 ou 4 grandes périodes au cours du temps. Une première période jusqu'aux années 70, en fait, c'est un magazine très traditionnel qui s'adresse essentiellement aux ménagères, aux femmes. Alors, on s'adresse à une lectrice qui est en fait la jeune femme qui vient de se marier et qui a besoin d'apprendre des recettes pour cuisiner pour son mari et ses enfants, ou ses futurs enfants, et avec un ton très pédagogique, voire paternaliste, pour s'adresser à elle, et puis aussi des recettes pour les réceptions, mais avec quelque chose de très pédagogique et puis assez peu informatif. Donc le style est aussi très particulier. L'iconographie, alors vous voyez tout à l'heure, c'est souvent des femmes qui sont en cuisine, qui sont représentées. Et dans les années 70, les choses changent parce que justement le statut des femmes notamment change, le statut des cuisiniers dans les restaurants, mais ça Evelyne en parlera peut-être aussi, va changer puisqu'on assiste aussi à un début de starification des cuisiniers qui commencent à être identifiés pour leur cuisine et non plus seulement par le restaurant et le restaurateur, le propriétaire du restaurant. Et les changements des techniques aussi, simplement la réfrigération, les techniques de cuisson qui vont évoluer à cette époque-là. Ça fait beaucoup de changements et le magazine en est plus ou moins le reflet. Alors, Cuisine et Vin de France, c'est un magazine qui est assez traditionnel, donc souvent il prend acte des changements du monde social avec un peu de retard par rapport à d'autres dispositifs médiatiques. Et donc, dans les années 70, on commence à avoir une cuisine qui s'adresse à des femmes qui sont non plus des cuisinières du quotidien, mais plutôt des consommatrices. Donc, ça va être on passe d'un magazine qui est au fond, qui s'adresse à des pairs, à des égaux qui sont des amateurs de cuisine, vers un magazine qui a fonction d'expert en vous disant quels produits il faut acheter, comment on fait des choix de consommation dans un univers où les produits offerts sont transformés et dans un univers aussi où il y a une contrainte temporelle pour cuisiner qui est plus forte. Et dans les années 80, on a à nouveau un retournement avec un changement qui est... le magazine, alors c'est un changement éditorial, décide de supprimer, de réduire très fortement la part des recettes qui sont présentées et va aller vers des modèles qui ressemblent un peu aux news magazines qui sont nés aussi un petit peu un peu avant cette période-là, avec des reportages, des questionnements plus approfondis. On va creuser des questions, beaucoup moins de poncifs, des vraies enquêtes sur les produits, les producteurs et une dramatisation aussi, est-ce que les huîtres vont disparaître, des formes de questionnement qui font un peu penser à celles qu'on trouve dans les news magazines type l'Express, l'Obs, etc. Et cette fois-ci, en fait, on a la cuisine qui devient, en tout cas dans le magazine Cuisine et Vin de France, que j'ai pas étudié l'ensemble de la presse à cette époque, mais pendant longtemps il a été très dominant sur le marché de la presse, devient en fait un support pour guider des consommateurs, mais qui ont une visée très hédonique, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'apprendre à cuisiner pour le quotidien, mais c'est d'apprendre à de donner des recettes pour les réceptions ou donner des recettes de grands chefs pour impressionner ses amis et donner des conseils pour aller au restaurant. Donc l'idée que la cuisine deviendra en quelque sorte un loisir. Et on voit l'apparition dans les années 80 du terme, alors je sais plus je sais plus, c'est un terme qui renvoie plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui les foodies. En gros, des gens qui adorent manger ou cuisiner, mais à titre de loisir et non pas par une contrainte pour la contrainte familiale. Et après, à la fin des années 80, je vais un peu plus vite sur la fin, c'est pas une évolution qui est complètement linéaire, puisqu'on a un retour, presque un retour en arrière sur le modèle des années 70, parce que la situation concurrentielle change. Il y a plein de nouveaux magazines qui sont créés dans les années 80,
La loi E20 arrive et tout le financement par la publicité pour les alcools forts doit diminuer dans le magazine, donc le modèle économique du magazine change et on se recentre en essayant de concilier un peu de tout, donc à la fois la cuisine du quotidien et la cuisine de réception, à la fois ce qui est économique mais en même temps la qualité des produits, donc on essaye de s'adresser à un lectorat beaucoup plus vaste, même si ça reste un magazine qui est quand même catégorisé plutôt haut de gamme dans les types de magazines. Alors moi j'ai peu étudié l'iconographie, je vous laisse juge, mais je pense que ça renvoie aussi à des changements iconographiques qui dépassent simplement le monde de la cuisine sur ces périodes-là. Mais en tout cas, la couverture 1960 est pas mal, avec les présentations folles. Oui, ça rappelle les livres de cuisine des parents, grands-parents. Donc effectivement, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, à la fois dans à qui on s'adresse, comment on s'adresse aux gens, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le monde de la gastronomie. Au départ, le monde de la gastronomie, c'est uniquement des confréries d'amateurs, des confréries vineuses, et le magazine lui-même qui se met en scène, puisqu'il organise plein de choses avec d'autres amateurs. Dans les années 70, le monde de la gastronomie, c'est l'agroalimentaire, c'est les supermarchés qui, en fait, organisent des foires, des salons pour vendre leurs produits. Et puis ensuite, dans les années 80, apparaissent les producteurs qui, en fait, sont complètement absents. Les cuisiniers et les producteurs sont très peu mentionnés comme personnes singulières jusqu'aux années 70 dans le magazine. Donc il y a vraiment un changement aussi de définition de ce que c'est qu'est le monde de la gastronomie au cours du temps. Et il me semble qu'à un moment donné, conjointement avec la presse magazine, sont apparues les émissions de télé. Vous en avez un peu parlé, je crois que vous en parliez un tout petit peu dans votre document, qui du coup aussi changent la manière dont la télé démocratise aussi la gastronomie et l'accessibilité finalement à un domaine qui était caché. Donc du coup, ça change aussi une perception même de la cuisine. Et vous en parlez un tout petit peu, je crois. Peut-être qu'Evelyne est plus à même que moi de répondre à ces questions. Je sais pas, il faudrait peut-être faire basculer aussi le PowerPoint. Voilà. Je ferai ça. Voilà. Ça sera celui-là. Mais pour l'instant, je ne le mets pas. Oui, donc, les émissions culinaires... Nous allons le faire. Tout de suite. Alors, tout de suite, Catherine. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Donc, les émissions culinaires, en fait, il y en a eu tout le temps à la télévision depuis que la télévision française diffuse. Donc, il y a un premier essai, on peut dire, avec un comique qui s'appelait Georges Hadet en 52-53, mais ça a été, disons, un coup d'essai un peu raté. Mais très vite, il y a eu une grande émission qui a beaucoup duré, qui s'intitule Art et magie de la cuisine. Art et magie de la cuisine, avec comme chef qui est resté dans la légende, donc Raymond Oliver. Il est tellement resté dans la légende que je viens de découvrir que l'INA a mis en ligne quelque chose qui s'appelle INA Vintage, avec la cuisine vintage. Et donc, il y a les émissions de Raymond Oliver qui sont accessibles plus particulièrement par ce site. Alors, Raymond Oliver, on peut se demander donc si c'est une émission culinaire, une émission gastronomique. En fait, je crois que là, il faut aussi s'interroger sur la différence. Donc, c'était à la fois un grand chef qui avait un grand restaurant, le Grand Véfour, à Paris. Donc, il y avait un accent bien sonore qui venait du Bordelais et de sa famille, et il était d'une famille de restaurateurs assez gastronomes, qui, eux, jugeaient que ce que faisait Raymond Oliver en allant à la télévision expliquer comment on cuisine et comment on peut apprendre à cuisiner, eh bien, c'était un peu dévoyer le métier, quoi.
Donc, Raymond Oliver, il officiait avec la speakerine de l'époque, qui était extrêmement connue, Catherine Langer, qui, elle, était incapable de cuisiner, d'ailleurs, c'est assez connu, mais il la prenait comme interlocutrice privilégiée. Alors, le mot art, je crois que sur ce mot, on peut peut-être un peu réfléchir. Le mot art, c'est en fait, si vous voulez, c'est un point de vue de Raymond Oliver, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il fait de l'art, mais qu'il ne fait pas le même art que faisaient les générations précédentes. Et que dans les générations précédentes, on faisait beaucoup plus des repas avec beaucoup plus de plats, et que là maintenant, depuis qu'il y a eu la guerre, qu'il y a eu la pénurie, etc., et puis la vie moderne, on simplifie, et donc on fait entrée, plat, dessert, voilà. Que nous connaissons. Et puis, son idée, c'est aussi qu'on peut apprendre aux gens à faire. Et ça correspond à la télévision des débuts, qui était une télévision qui se voulait extrêmement démocratique. Donc, on pouvait apprendre aux gens aussi bien à lire des livres, apprendre aux gens le théâtre, qu'apprendre la cuisine. Et donc là, j'ai juste un tout petit extrait de 2-3 minutes où vous allez voir Raymond Oliver. Je veux bien, si vous le lancez. C'est Oliver. Oui, c'est ça, mais il faudrait le mettre au début. Merci. Mais non. Au début. Merci. Non, il faut. Non. Le moindre grumeau. Alors, je suis désolée pour la mise en bouche de Lina. Et en même temps, ces images sont conservées par Lina. C'est normal, le petit blanc. Ça vient. Je ne suis pas bien placée pour faire. Voilà. Le cahier des colliers. c'est bien gentil, Raymond, de nous faire des crêpes. Mais vous nous en avez déjà fait. Ah oui, mais vous savez, remarquez le cadrage. On m'en a demandé. Alors je vais simplement varier la façon de les préparer, mais nous allons toujours retomber tout de même sur des normes de base, c'est-à-dire sur la façon de faire les crêpes. Oui, car nous tenons à préciser qu'il y a tous les jours de nouveaux téléspectateurs. Voulez-vous avoir la gentillesse, Catherine, de me passer le beurre? On nous demande des recettes que nous avons déjà données. Alors, en donnant d'autres recettes, on repart Alors, de la même voyez-vous, base. ici, j'ai du lait qui bout. Très Dans peu, ce je lait, vois, très oui, peu. assez peu. Dans ce lait qui bout, je vais mettre un tout petit peu de beurre également à fondre. Et simplement à fondre, voyez-vous? Autrement dit, il ne va pas falloir que ça cuise. Non. Vous voyez, je le retire d'ailleurs du feu. Je coupe ce beurre en petits morceaux, simplement pour qu'il fonde à l'intérieur du lait que voici. Et pratiquement, vous allez le laisser hors du feu, là. Je le laisse hors du feu. Bon. Et là, vous avez là, quoi, j'ai alors mis de la farine, je ne l'ai pas pesée, et je vous expliquer que ce n'est pas nécessaire. Je l'arrête. Vous pouvez éventuellement le visionner sur le site ina.fr. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord le cadrage de l'émission, qui insistait énormément justement sur les mains de Raymond Oliver, qui montrait comment on fait à la télévision, et qui s'entraînait, y compris longuement, pour arriver à faire les gestes à l'envers pour que ce soit visionné dans le bon sens par les téléspectateurs. Alors en fait, il cuisinait pas au grand Véfour où il dirigeait la brigade, et il cuisinait à l'écran. Et ces gestes, on disait que c'était véritablement comme jouer du violon, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première émission qui s'est beaucoup répétée. Les gens regardaient ça de semaine en semaine, avant le feuilleton et le journal télévisé. Voilà. Et cette émission s'est arrêtée en 1968. Donc elle a une longue vie. Elle s'est arrêtée en 1968, pas pour des raisons politiques, mais parce qu'il y avait de l'usure, ni plus ni moins. Voilà. Donc est-ce que vous voulez que je continue sur un historique ou c'est pas la peine? Pas maintenant. Non, allez-y justement. Voilà. C'est intéressant de savoir... Alors, elle s'est déclinée avec des titres un peu significatifs, comme justement La cuisine pour les hommes, La cuisine à quatre mains, donc un peu plus collaborateur. Voilà. Mais si vous voulez, elle s'est arrêtée, mais elle est restée comme une référence. On dit couramment à la Raymond Oliver, par exemple. Bon.
Et puis, à un moment, un passage à vide, mais qui est passé par justement ce qu'on a appelé aussi la nouvelle cuisine. Hein. La nouvelle cuisine, et alors là, c'est aussi assez intéressant. Et ce qui m'intéresse là, c'est que cette émission, on vient de la voir sur la chaîne France Info. C'est une espèce de sketch qui mime la nouvelle cuisine. Elle était parfois moquée, pourtant elle a révolutionné la gastronomie française. La nouvelle cuisine est définie au début des années 70 par les critiques gastronomiques Henri Gault et Christian Millot, subjugués par une salade de haricots verts cuisinée par Paul Bocuse. Plusieurs chefs français tels que Jean Troisgros suivront le mouvement et revendiqueront une cuisine simple, raffinée et audacieuse. Certains de leurs héritiers seront d'ailleurs réunis du 18 au 21 mai au Grand Palais à l'occasion du festival gastronomique Taste of Paris. En 1973, Gault et Millot édictent 10 commandements censés illustrer la ligne de conduite de la nouvelle cuisine. Retour en images sur 5 d'entre eux. Numéro 1, tu utiliseras des produits frais et de qualité. En 1976, le chef Bocuse respectait ce commandement à la lettre. Il faisait preuve d'une grande exigence pour la préparation de son emblématique volaille de Bresse en vessie. Et maintenant, je m'en vais m'occuper de la volaille. Donc, la volaille, s'il n'y a pas de volaille de Bresse, on peut prendre une volaille de ferme. Il faut des poulets qui ont un peu marché, des poulets qui ont couru, pas des poulets qui sont restés s'endormir dans des cabanes. Du vrai poulet, le vrai poulet de la ferme. Qu'en pensez-vous? Absolument merveilleux. C'est vrai? Commandement numéro 2, tu ne seras pas systématiquement moderniste. Même si elle se veut innovante, la nouvelle cuisine continue de faire vivre les plats traditionnels. Le chef Michel Guérard, l'un des fondateurs du mouvement culinaire, était attaché à la simplicité du pot-au-feu. Et voilà notre pot-au-feu. Voilà, tout simplement. Oh, tout simplement. Je crois que c'est trop, ça. Non, mais c'est un plat très simple, finalement. Il est merveilleux. Bon. Alors là aussi, numéro 3, tu rechercheras ce que... couper. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette émission a été retrouvée par France Info maintenant, justement pour montrer, y compris qu'il y a de l'antériorité, et à propos d'un événement qui s'est passé tout récemment, qui était une foire de la gastronomie. Hein. Donc voilà. En fait, le redépart, on peut dire, des émissions de cuisine, c'est à partir des années 80. C'est à partir des années 80 avec la cuisine régionale et en fait le développement de l'intérêt pour les patrimoines régionaux. Hein. Donc cuisine et patrimoine, et c'est donc en particulier la cuisine de 2 femmes sur FR3 qui va beaucoup intéresser, qui sont Maïté et Micheline. Maïté devenant un véritable personnage de légende parce qu'elle était chef de gare. Et puis cette femme, progressivement, elle sait faire la cuisine, elle a une cuisine de bonne femme. Donc elle subordonne un peu Micheline, hein, qu'elle entraîne dans des recettes qui sont quand même assez élaborées et qui sont des recettes de terroir, des recettes de pays. Ça suscite l'intérêt. Je n'arrive pas à louper le début. Alors, c'est pas le look Julie Andrieux, hein, c'est-à-dire c'est un look terroir. Bonjour. Bonjour. Maïté, aujourd'hui, de la cuisine familiale, la cuisine traditionnelle, simple et facile. Simple et facile. Voilà. Qu'avez-vous l'intention de nous faire? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un rôti de bœuf à la ficelle. Et vous voulez le faire cuire comme une bécasse dans la cheminée, celui-là? Mais vous allez voir comment. C'est très original. Je n'ai jamais mangé du bœuf à la ficelle. Eh bien, vous allez voir. Et puis, il y a une seconde recette? On va faire des aubergines au parmesan. Alors, pour ces 2 recettes, que vous faut-il? Mais il faut des carottes, il faut des petits poireaux, enfin du poireau, il faut... Voilà, donc juste une mise en bouche. Ce qui montre qu'enfin, dans toutes ces émissions, il y a un intérêt pour les produits.
Hein, même si c'est pas du tout l'aspect visuel des émissions contemporaines et des photos contemporaines, justement, voilà, il y a quand même une mise en valeur de la couleur des produits, etc. Voilà, je sais pas, d'ailleurs, vous pouvez peut-être commenter brièvement. Ouais, je pense que Stéphane, il a beaucoup à dire sur la couleur des produits. Alors effectivement, non mais voilà, la couleur des produits. Effectivement, on reste dans la même esthétique aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On est vraiment sur la qualité du produit, etc. C'est des choses qui sont immuables. Aujourd'hui, donc on est sur la couleur, etc. De toute façon, le culinaire a des codes, et ces codes-là, certains codes, en tout cas la couleur d'une carotte, enfin basiquement si on voit les carottes, ça peut pas changer. C'est-à-dire que nous, en tant que photographe ou autre, on est obligé de retranscrire cette couleur-là. Et c'est voilà, ça fait énormément partie de notre travail d'avoir une justesse de rendu de couleur, parce que c'est clairement par ça qu'on peut identifier un produit, une différence entre un bœuf et un canard, ou des choses comme ça. Et ça, c'est aussi une culture que tout le monde a. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas professionnels, pour eux, une carotte, c'est orange. Donc voilà. Par contre, quand on voit l'émission de Maïté ou les présentations, là, on est dans une ambiance, et là, on ne parle plus de couleur de produit, c'est une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus jaune, et ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on est passé par des modes aussi, il y a eu des modes où on passe par la gastronomie à traditionnellement aujourd'hui des codes très très blancs, des fonds blancs, une assiette sobre, etc., ce qu'on peut retrouver dans le magazine Yam, par exemple, ou Turiès, ou des choses très très épurées. Mais on a eu aussi des lumières de type avec des magazines australiens, donc des lumières très très blanches qui viennent de derrière, et puis on a eu des modes de lumière aussi plutôt scandinaves, mais tout ça, donc ça traduit l'ambiance, mais pas le produit. Le produit doit toujours avoir une couleur facilement identifiable. Et ce qui est assez rigolo, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est que ça reste des codes, donc des codes attachés à une éducation. On n'a pas forcément les mêmes codes sur les produits en Europe qu'en Asie, etc. Donc ça donne des choses très drôles. Pour la petite anecdote, notamment pour des éditeurs qui vont aller imprimer des livres en Chine, si jamais il n'y a pas une grosse validation des couleurs et des images avant, j'ai vu des choses assez intéressantes où effectivement l'imprimeur chinois qui n'a pas cette culture du produit de tel outil va pas savoir comment traduire la couleur sur sa machine d'impression, et donc ça donne des trucs un peu rigolos. Donc voilà. Donc à cette époque-là, Maïté, on voit on reste dans des ambiances très chaleureuses, maison, familiales. Ça s'est traduit par des codes très très jaunes dans l'ambiance. Et aujourd'hui, on est des choses beaucoup plus modernes qui vont plutôt vers des choses froides et bleues. Donc ça aussi, c'est des codes où on peut facilement identifier finalement on peut facilement dater en fait des images grâce à ça. C'est comme le vin, quoi. Enfin, on peut grâce à la couleur. J'ai l'impression quand même qu'on retourne aussi vers des codes couleurs qui sont, la question des produits, la traçabilité des produits, le bon produit de terroir. Comment on va le trouver, comment il est fait, comment on l'entretient. C'est quelque chose qui... on a l'impression que c'est un petit peu disparu aussi des états de cuisine. Pour revenir ces dernières années, on a énormément de bouquins sur les terroirs, par exemple, qui sont sortis depuis 5 ans, avec une préoccupation des chefs, des restaurants qui ouvrent, qui ont aussi une ferme derrière et des choses comme ça, et qui du coup, aujourd'hui, on sent un réintérêt, en fait, un intérêt réinjecté, parce que ça a toujours existé, Sidonie nous en a parlé déjà tout à l'heure. Et je ne sais pas ce que tu en penses sur des commandes, par exemple, photographiques qui pourraient nous donner, tu vois, clairement un état du marché aussi sur ces choses-là. Mais c'est un peu mon impression. Alors oui, c'est vrai, on revient clairement aux produits, ce qu'ils appellent le sourcing, d'aller chercher des produits très particuliers, etc. Moi, je pense que ça passe aussi par... à chaque fois, il faut qu'ils se réinventent. Donc, y a eu la cuisine de terroir, de cette époque-là, la gastronomie, la nouvelle cuisine. Après la nouvelle cuisine, on est passé sur un autre système. Après, il y a des gens comme Yves Candebord qui ont invité la bistronomie parce qu'il fallait faire redescendre les prix et qu'on était toujours sur du bon produit, mais du produit plus simple. Et on revenait sur quelque chose d'une transition entre la gastronomie de la nouvelle cuisine, dont les gens en avaient un peu marre, c'était plus la mode, et la cuisine de terroir. Et en fait, la bistronomie, pour moi, c'est un petit peu le mélange des deux. Et aujourd'hui, une fois qu'on a passé ça, on est dans... Il y a eu aussi une époque d'aller chercher des produits très lointains, des goûts qu'on ne connaît pas, faire des associations incroyables. Ça aussi s'est passé, et aujourd'hui, on est dans le summum du goût, c'est-à-dire... On arrête de vous dire qu'il faut mélanger tout et tout et tout. On est dans le goût véritable du produit, ce qu'on a perdu. En gros, on est à la recherche de quelque chose qu'on a le sentiment d'avoir perdu. Et en fait, beaucoup de chefs vont vers des choses beaucoup plus simples en termes de goût, mais avec des goûts, ils appellent des goûts très très francs. Donc voilà, on mange quelque chose, on sent le vrai goût de la chose. Mais ça, je pense que c'est dans un souci aussi de se redécouvrir,
d'avoir aussi quelque chose à dire avec sa cuisine, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement manger au restaurant, on a envie d'avoir une aventure, une histoire complète. Ça passe par... c'est comme quand vous allez acheter une bouteille de vin, par exemple, vous avez envie aujourd'hui de savoir quel est le vigneron, quelle est son histoire, sa philosophie, etc. Les chefs, ils ont besoin du même discours, parce qu'aujourd'hui, ils sont exposés médiatiquement continuellement, on leur demande beaucoup de choses, donc il faut qu'ils aient des choses à raconter aussi, et ça y participe grandement, et on prend autant de plaisir à écouter l'histoire et savoir d'où ça vient, etc. Et eux ont facilité à pouvoir avoir un discours autour. Donc je pense que c'est tout un mélange. C'est la communication et le besoin de, comme la mode, de se renouveler sans cesse. Mais ouais, moi je vois quand on a discuté avec Sidonie, ce qui était intéressant sur le magazine, c'était de voir justement les grandes époques qui non seulement parlaient des pratiques des chefs, mais qui révélaient tout simplement en fait aussi un état de société en train d'évoluer. Et finalement, Evelyne en a parlé, la simplification des plats, donc l'arrivée de la nouvelle cuisine montre aussi comment toute la société est en train de changer. Et c'est marrant parce que là, on a vu 5 couvertures de grandes périodes. Il y avait des choses entre deux, je pense, qui parlaient de la transition, en fait. Parce que là, c'était très flagrant, mais... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'ai à peu près les mêmes périodes qu'Evelyne. Alors, sachant que moi, mes périodes, c'est vraiment lié à ce magazine-là, donc qui sont en partie liés aussi à des changements de rédaction en chef et donc des changements éditoriaux qui font que quand le rédacteur en chef change, généralement, on change aussi un peu la configuration du magazine. Mais effectivement, c'est en 68 que le rédacteur en chef change et qu'on passe vraiment de la période où on valorisait... Alors effectivement, avant 68, pour le coup, dans le magazine, entre l'entre-deux-guerres et 68, c'était... très forte valorisation du terroir, mais au sens de tradition. En gros, on va apprendre aux jeunes générations la cuisine traditionnelle française et on va leur apprendre à cuisiner soit pour le quotidien, soit pour des réceptions. Et après, effectivement, les années 70, c'est la période de la nouvelle cuisine. Le magazine est un peu plus mal à l'aise parce qu'il a cette histoire de valorisation de la tradition qui rentre en conflit en fait, avec les évolutions du monde autour. Alors j'ai parlé du travail des femmes, il y a aussi la construction européenne qui fait que la question des terroirs, des territoires change un peu d'échelle à ce moment-là aussi. Et donc le magazine est un peu mal à l'aise avec ces transformations-là, mais progressivement, effectivement, on va avoir un changement. Alors j'avais aussi quelques photos de présentation de recettes. Alors je ne sais pas si vous pouvez me... C'est quoi ? C'est ce PowerPoint, mais en... Oui. Alors. Vous le voulez en diaporama ? Oui, si possible. Si j'arrive à... Parce qu'il y a trop de trucs. Voilà. Pardon pour ce petit délai. Là, c'est une photo de recette de cuisine en 1955. Donc, il y avait pas de... Au départ, il n'y a pas de photo dans le magazine. Il n'y a que de temps en temps des illustrations, des dessins. Il y a par exemple les portraits des chroniqueurs, ce sont des portraits au crayon. Donc là, c'est des recettes vraiment purement informatives avec beaucoup de textes et assez peu divertissantes à regarder. C'est assez radical. C'est celle-là, la suivante. Oui, la suivante. Donc ça, c'est dans les années 70. On a changé et là, on voit un très net changement aussi dans la tentative pour le magazine de rendre ces recettes beaucoup plus attrayantes, donc avec de la couleur, avec aussi des typographies un peu plus aérées, des photos aussi de plus en plus grosses, qui prennent de plus en plus de place et quasi systématiquement, progressivement, on a une photo associée à chaque recette, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, ça marche aussi. Ça, c'est dans les années 90 où alors on a une simplification aussi dans la façon avec des tas de petits sigles pour noter les ingrédients d'un côté, le mode d'emploi de l'autre de la recette. C'est le moment où ça devient une fiche outil. Oui, et il y a tout un débat dans le magazine autour des fiches cuisine parce que, en fait, ils ont inventé les fiches recettes à découper avant Elle, qui a été connue pour avoir créé ça. Et ils les ont retirés parce que pour eux, c'était une façon de... Il y avait toute une ambiguïté autour de dans quelle mesure on désacralise la cuisine. Et pendant très longtemps, le magazine a une vision assez cérémonielle de la cuisine. Et donc, on ne doit pas faire des recettes rapides parce que faire une recette rapide, c'est un peu bâcler la cuisine. Et donc, toute cette ambiguïté autour des demandes des lecteurs qui demandent en fait des choses très pratiques et rapides, économiques, mais en même temps qui soient bonnes et surprenantes.
et le magazine qui oscille. Donc à un moment, ils enlèvent les fiches recettes à découper, et puis ensuite ils les remettent. Il y a aussi toute la période des recettes filmées, en fait, où c'est une recette avec chacune des étapes est accompagnée d'une photo, donc comme c'est l'ancêtre des tutoriels sur Internet. Donc il y a progressivement, effectivement, une adaptation aux demandes aussi des lecteurs sur les attentes, et notamment les contraintes effectivement de temps, d'économie, et une valorisation à partir des années 80. Et c'est un effet sans doute aussi de la nouvelle cuisine, de la créativité, de trouver des choses qui surprennent. À la fois au restaurant, mais aussi dans les recettes qu'on fait. L'idée, c'est pas de reproduire les recettes traditionnelles du terroir ou héritées du passé, mais c'est de toujours les présenter avec quelque chose d'un peu neuf, soit un ingrédient nouveau, soit une façon de faire nouvelle, pour insister sur cette question de la modernité, qui a sans doute une conséquence aussi des changements de regard introduits par la nouvelle cuisine. C'est marrant parce que quand on regarde les photographies depuis tout à l'heure, enfin, plus le temps passe, plus il y a du blanc dans l'image, en fait. Oui, dans les couvertures, je pense qu'on retrouve ce que vous disiez sur la part du blanc. Alors, j'ai pas de couverture très très récente, mais dans les plus contemporaines, effectivement, on a très clairement une part à la fois c'est plus épuré et aussi plus blanc. Et pourtant, on en revient. Oui, toi, par exemple, ta photographie, elle est un peu différente de ça, mais je pourrais vous montrer aujourd'hui ce que c'est des fiches cuisine duel, parce que j'en ai photographié. Mais en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que finalement, les recettes de maquettes et d'avoir un didacticiel sur les images, c'est quelque chose qui a vraiment perduré jusqu'à maintenant. On y est toujours. Le gros succès de l'année dernière, qui s'appelle Simplissime en édition, c'est vraiment sur ce principe de simplification, etc. Mais là, on est dans une simplification à l'extrême, mais sur des images qui sont finalement là, non plus pour être vraiment esthétiques ou autres, elles ont un côté purement pratique. On est quand même resté sur ces mêmes codes. Après, on les a fait un peu évoluer, mais eux ont inventé vraiment des choses qui ont duré en graphisme culinaire jusqu'à encore aujourd'hui, avec des codes couleurs un peu différents, certes. Je crois qu'Evelyne... Je voudrais juste ajouter, en rapport quand même avec les produits qu'on montre et le type de produits qu'on montre et les personnes qui les montrent, il y a quand même la question du corps. C'est-à-dire, il y a les produits aussi qui sont riches, etc. Et quel type de femme on met aussi en avant, hein. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, Julie, voilà, Julie, c'est le modèle de la femme mince, etc. Voilà. Donc, il me semble que depuis les années 70, cette dimension du corps des femmes et du type de femme, quoi, ça rentre énormément en ligne de compte. Voilà. Une prise de considération du corps, en fait, très liée au loisir et aussi un état de la société à l'émancipation, qui fait que la cuisine s'est adaptée aussi. Et qui explique aussi en partie qu'on a eu une interruption dans le flux des émissions culinaires, en fait, des années 70 aux années 90. Un petit peu, il y avait la cuisine régionale, mais quand même, il n'y a pas la même place que celle qui était dans la première période et celle qui nous occupe en ce moment, quoi. Mais c'est marrant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs domaines. En fait, entre les années 70 et 90, on a, notamment en France, on a beaucoup oublié la culture d'où on vient. Et en fait, il y a une forme de... Comme on était dans l'innovation, on était dans la modernisation, l'arrivée d'un matériel pour la femme qui permet de simplifier la vie, la modernisation, on l'a vu, par exemple, ne serait-ce que le phénomène des agences de publicité, qui ont oublié une forme de communication et de rapport à la typographie, de rapport à l'image que la France a eu au début du siècle et qui finalement a été effacée au profit de modèles qui étaient plus américains, anglo-saxons. On a un petit peu évincer nos savoir-faire locaux, en fait, on va dire. Et je pense que c'est valable dans le domaine de la gastronomie, l'art de la gastronomie ou culinaire. Ça a été valable dans des domaines tels que les secteurs de l'image, ça a été valable dans les domaines de la musique. Et je pense qu'on est revenu après aux années 90. Il y a eu beaucoup de relances aussi de typologie de médias et de médias spécialisés, en fait. Après,
Après, pour la cuisine, on a un autre phénomène aussi. Je pense que les années 2000 ont lancé autre chose avec Internet, qui est la starification des chefs, qui a contribué aussi à relancer tout un mouvement culinaire d'une manière différente avec justement les terroirs, mais puissance 10. La commande de livres sur le terroir. Toi, tu as fait sur l'île de Ré, je crois. Oui, alors moi, je suis parti. Enfin, moi, c'est un livre que j'ai monté tout seul parce que j'avais envie de partir d'un concept simple et voilà, et d'un des territoires que j'ai découvert à ce moment-là. Mais surtout, voilà, moi, je suis parti sur le terroir, comme vous disiez, et sur un produit de base de la cuisine, parce que ça me semblait intéressant de lier les deux, de faire découvrir un terroir qui est peu connu sur une île qui est mondialement connue. Et donc ça, voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, le terroir est très très important. Enfin, je veux dire, c'est une constante dans beaucoup de choses, mais voilà, allié avec le savoir-faire des chefs. Alors moi, je vais juste intervenir rapidement en fait pour vous expliquer rapidement ce qu'on a fait sur le premier hors-série de Étape. Peut-être qu'on peut. Est-ce que tu peux lancer juste Il faut fermer. Ouais. Je me suis intéressée en fait avec toute une équipe donc à on va dire la traçabilité des produits et comment le design et l'image pouvaient à un moment donné contribuer au secteur de la gastronomie et du culinaire. Donc comme j'expliquais, Étape, c'est un magazine qui a été créé en 1994 par Michel Chano et Patrick Morin, qui était dédié au design graphique à la base, à la typographie, à l'image, mais qui a on va dire une philosophie très pédagogique. En fait, on s'adressait essentiellement à un public d'étudiants ou de graphistes, population de freelance, sans jamais vraiment sortir de ce qu'ils appelaient la discipline du design graphique et de la typographie. Et plus le magazine a avancé ces dernières années, on a déjà monté une nouvelle formule en 2010, plus conséquente de 120 pages. Le magazine étant mensuel et sur 80 pages avant, il est passé bimestriel. Et donc là, cette formule-là, c'est la version hors série qui sort que 3 fois par an et qui du coup s'applique à décrypter un secteur en le regardant sous le point de vue du design et de l'image. Donc je vais passer très rapidement parce qu'on ne va pas regarder tout le magazine maintenant. Mais en gros, voilà, on a... pour la partie média qui nous intéresse aujourd'hui, on travaille toujours avec une partie recherche, en fait. Donc comment, en tant que spécialiste des secteurs du design, de l'image et du signe, on peut parler de gastronomie? Comment on va pouvoir décrypter ce que ce secteur-là utilise dans les pratiques du design pour des choses du quotidien? Donc ça va être très simple. On a demandé un petit peu l'avis à plein de magazines qui sont nos amis, qui travaillent, on va dire, de manière plus spécifique sur le sujet. 180 bien évidemment, mais on a la revue Nez pour des questions olfactives. Ouais, peut-être que pour des questions olfactives. Voilà, Yuka qui est un magazine alors mi-américain, mi-Amérique latine, qui a un sujet pareil, exactement comme Étape, il décrit un sujet de société dans chaque numéro qui sort. Celui qui est en ce moment, c'est sur l'architecture. Là, donc, c'était leur premier numéro et c'était le design culinaire. À la Carta, qui est entre la mode et le design culinaire, donc qui se pose effectivement le sujet de la deuxième conférence, qui est celle du corps, en fait, la relation du corps et de la gastronomie, avec un point de vue très esthétique, art contemporain. Le fooding, bien évidemment, pour le guide, le répertoire et une approche un petit peu décalée de la nourriture. Un dernier numéro controversé. On retiendra l'aspect guide. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc Bif pour magazine qui est... En fait, c'était très intéressant de rencontrer Alice parce que du coup, on a un point de vue qui était très différent en termes de médias. Moi, je traite de l'image, elle traitait de la matière. Donc du coup, on avait quand même des choses à se dire et c'était assez intéressant de croiser son point de vue sur une époque par rapport à celle d'une journaliste spécialisée en design. Il faut le dire, ce qui est Étape est aussi très dans les tendances et l'actualité. On fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Là, on est beaucoup plus en relation avec des chefs, des praticiens du culinaire. Oui, sur Bif, on est aussi beaucoup dans le people aussi. Donc, et voilà. Et il y a bon. Parce que moi, j'ai travaillé pour eux aussi. Ouais. En photo, du coup. En photo, oui. Mais sur les people, voilà, on est toujours en train d'associer la société, voilà, people connus, etc., ouais, avec la nourriture. Donc on est sur ce que j'allais dire. Plutôt une nourriture et chef connu aussi. Voilà. Ouais. Donc le magazine Club Sandwich, un petit nouveau,
super, très bien écrit, entre art contemporain et gastronomie, avec un graphisme qui détonne un peu parce qu'on se croirait plus dans un magazine d'illustration et d'images plutôt que dans un magazine qui décrypte des mouvements culinaires. Voilà, et donc je continue Itinéraire d'une cuisine contemporaine, super aussi. Jésus, dernier lancé par Gabriel Gauthier, qui est plus donc un aspect publicitaire et qui se voulait défricher de manière internationale des grandes tendances du culinaire, mais voilà. On a essayé de voir large, en fait, de faire un petit peu une sorte de panorama de la presse art et gastronomie. The Plant, donc, qui est anglo-saxon, alors superbe. En termes de direction artistique, on est sur un magazine qui est superbe en termes d'image. Et pourtant, on parle de nourriture par la question de l'herboristerie. On parle de culinaire parce qu'on trouve justement, comme tu le disais très bien, de nouvelles plantes qui sont venues des quatre coins du monde et qui sont utilisées pour compléter une cuisine qui est plus traditionnelle ou qui est plus européenne. Gazer, une version américaine aussi, très axée photo et gastronomie. Voilà. Donc alors après, pour juste vous expliquer en quoi l'omnivore, voilà, le livre de Stéphane, en bas à droite. Et des photos aussi à gauche dans le thé parce que je bosse pour eux aussi. Je vous passerai rapidement, on avait une série d'interviews et ce que je voulais vous montrer, par exemple, typiquement, donc le numéro, comme on s'intéressait aux relations entre le design et la gastronomie, on s'est aussi intéressé par exemple au design des bouteilles de vin. Et pour vous donner d'autres sujets, qui fait les applications de services pour la nourriture? C'est bête, mais on n'y pense jamais, mais il y a du monde derrière. Plus pratique, plus rapide, mais voilà. Très rapidement, on a fait un article sur le social design, donc autre mouvement, tout ce qui est agritech. En gros, ça c'est bon, moi ça me passionne, mais c'est encore un autre sujet. C'est comment design et innovation se rassemblent pour améliorer justement le quotidien des agriculteurs et comment, par exemple, aujourd'hui, on va utiliser un drone qui survole en fait les champs d'exploitation et on va savoir exactement la question de la perméabilité des sols. Est-ce que ce sol a besoin d'être plus arrosé? En fait, on a utilisé énormément d'engrais de masse, on a utilisé énormément d'eau. À l'heure actuelle, on connaît qu'il y a un des programmes qui nous permettent tout simplement de mesurer, d'être beaucoup plus raisonnable en termes de consommation et donc du coup d'agir directement sur un secteur qui est en train de complètement se renouveler, qui est l'agriculture. Donc voilà, donc ça j'étais très contente parce que c'est nos amis de Uzbek Erika qui ont participé, qui nous ont donné cet article. Voilà un petit peu les sujets sur lesquels on travaille et donc on a des séries. Voilà, la photographie et le culinaire. Je ne sais pas si je peux poser une question. Oui, bien sûr. Les magazines que tu as montrés au début, oui, sur art et gastronomie pour être très très large, c'est tous des magazines qui datent des années 2010 ou il y en a des plus anciens. Enfin, est-ce qu'il y a parce qu'on a vraiment l'impression que tout d'un coup il y a eu une explosion en fait, de ces liens art gastronomie et avec une variété d'arts, pas juste les arts traditionnels qui s'intéressent à la gastronomie. Donc je ne sais pas si vous avez un peu resitué ces... Alors effectivement, tu as totalement raison, c'est des magazines qui sont récents et après, à juste titre, on a vu, je ne sais pas, je pense que vous pourrez nous en parler pour les supports sur lesquels vous travaillez. En fait, on voit une explosion aussi du secteur des indépendants, donc c'est valable aussi pour le monde de l'édition, avec une pluralité de supports très variés. Sur Internet, on a des émissions culinaires et gastronomiques. Voilà, les chaînes YouTube qui se multiplient. C'est valable pour le monde de la presse papier. On a une multiplication des supports indépendants qui sont dédiés notamment au sujet de la gastronomie, mais on le voit aussi en photo. On peut le voir... on a des sujets, on a plein d'autres sujets. Il y a ceux qui étudient les moustiques. On va avoir des journaux qui sont sur les plantes. Tu travailles beaucoup avec Mathieu Chevara. Donc, eux, ils ont monté le magazine Né qu'on voit au début, donc une presse spécialisée finalement sur l'olfactif. Et donc ces magazines, il y a eu un boom, en gros, très clairement, de la presse indépendante. Qui vient contrebalancer aussi une offre plus généralisée de gros groupes. Et ces magazines sont effectivement depuis les années 2010. Mais d'autres sujets d'études pour toi, du coup, il y en a plein. Et je prends ta place.
Excuse-moi, mais ça change la façon de travailler des chefs, cette offre ou pas, enfin, pour les photos? Non, je pense pas que ça change la manière de travailler les chefs. En fait, ça permet peut-être aux photographes ou aux créatifs ou aux stylistes culinaires, par exemple, de proposer des choses qui sont un tout petit peu moins dans la représentation de la recette, ou etc. Ça permet, là on voit quelque chose d'intéressant, et moi je tiens fort à ça, c'est que la photo culinaire aujourd'hui, elle peut dépasser le simple fait de la représentation. Et on peut aller vers quelque chose de très artistique, sur des limites qu'on n'a pas encore découvertes, je pense. Donc voilà, donc ça, les chefs participent à ça. C'est-à-dire que eux, ça les intéresse. Il y a des chefs comme Alexandre Gauthier, par exemple, qui sont très férus d'art, qui ont des vraies grosses cultures, et pour le coup, ils n'hésitent plus à travailler aussi avec des photographes, des plasticiens, voilà, il y a vraiment un univers qui s'ouvre, qui est autour de l'art et voilà. Et ça, c'est des belles ouvertures, je pense. Ah oui, Alexandre Gauthier, ça c'est le restaurant donc d'Alexandre Gauthier qui est dans le nord de la France. Ça s'appelle La Grenouillère. Et si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est très très bon. Voilà. Et donc c'est un chef qui s'est intéressé, donc il a repris le restaurant de son père, qui était quelque chose d'assez traditionnel, et il a complètement modifié l'idée. Et là, on est dans un voyage, comme je parlais tout à l'heure, tout autant au niveau de la cuisine et des produits. C'est une cuisine qui vous arrive dans l'assiette, c'est vraiment très beau. Ça paraît très simple, mais par contre, c'est très compliqué en fabrication avant. Mais par contre, lui, il défend l'expérience totale, c'est-à-dire qu'on est dans une expérience visuelle, dans une expérience sensorielle, même au niveau des tables, c'est du cuir sur les tables et tout. Et donc, c'est une expérience globale. C'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est vraiment une expérience complète. Voilà. Et ça, les petits personnages qu'on voit sur la droite? Alors, le studio, en fait, il a l'habitude de demander à de nombreux artistes, des graphistes, des directeurs artistiques d'intervenir sur l'image même du restaurant pour les menus ou pour... voilà. Donc, il n'a pas... En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas de logo directement, il n'a pas d'identité visuelle, et donc il préfère travailler ces sujets avec différentes personnes. Et ici, en fait, c'est tout simplement la gestuelle du chef... des serveurs qui sont là et c'est des illustrations qui ont été commandées à un studio qui s'appelle Studio Goût, qui est à Lyon, et qui a travaillé sur une série de menus qui reflètent, il travaille sur la saison, donc chaque menu aussi est fait différemment et il prend en compte des choses qui sont dans son jardin et qui va lui après aussi directement remettre en cuisine. Donc on a des gestuelles qui sont différentes à chaque saison et qui sont différentes sur chaque voilà. C'est un peu c'est un aperçu. En fait, on n'a pas, pour explication, j'ai pas tout mis dans le magazine. On a mis uniquement des bribes, en fait, des illustrations qui a été faites. Du coup, c'est pas complet. C'est juste pour donner un... Et si je puis me permettre, en fait, ça reprend la question encore une fois, c'est que par exemple, Alexandre Gauthier, lui, il a décidé de faire son livre. C'est-à-dire qu'en gros, son rapport à l'éditeur a été différent dans beaucoup de cas. C'est l'éditeur qui va voir le chef et qui dit « Bon, voilà, moi j'ai envie de faire un travail avec vous ». Lui, il a associé sa démarche, il a trouvé une photographe avec laquelle faire son livre. Ça s'est fait un peu par hasard, elle s'appelle Marie-Pierre Morel. Et il avait un directeur artistique, ils ont monté le projet, et c'est seulement ensuite qu'ils ont été voir La Martinière pour voir si ça les intéressait de travailler sur ce projet. Donc le livre d'Alexandre Gauthier, qui est un très très bel ouvrage, qui sort un peu des sentiers battus. Voilà, donc le rapport des chefs avec ça, en fait, il a été même inversé. Certains chefs aujourd'hui sont prescripteurs de leur propre livre ou de l'image qu'ils veulent véhiculer en fonction de leur... Donc on a un peu une inversion des sujets, quoi. Mais c'est marrant. Mais les chefs se sont fortifiés dans le rôle d'entrepreneur médiatique. Donc en fait, on cite beaucoup de supports, là, la presse, la photo, les blogs, les chaînes télé, etc. Et donc, en fait, je pense qu'ils sont véritablement dans un système, quoi. Hein. Ils sont dans un système auquel ils se réfèrent finalement et ils connaissent toutes les pièces. Quand on regarde le site de Cyril Lignac, par exemple, on a la partie avec la photo culinaire, la partie avec les recettes, la partie des restaurants, etc. Donc on voit bien que finalement il y a une série de pièces auxquelles tous recourent, quoi, finalement.
Clairement, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent presque pas exister s'ils n'ont pas ces relais médiatiques. Voilà, et c'est une course. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des chefs comme Alexandre Gauthier ont pris un peu le train en route, dans le sens où eux, c'est la génération de ceux... Ça n'existait pas vraiment au départ quand ils se sont lancés, etc. Mais ils ont pris le train et ils le font bien. Mais maintenant, la jeune génération, ils arrivent déjà presque avec leurs outils de communication. C'est-à-dire, ils savent déjà. Quelqu'un comme Guillaume Sanchez, qui est un autodidacte, etc., qui était sur Top Chef, je crois, à une époque. Lui, il s'est forgé une image aussi. Alors en plus, d'autant plus que c'est un bon photographe, donc son premier livre, c'est lui qui l'a fait. Mais il avait déjà tous les outils. Donc les nouveaux chefs arrivent avec ça. C'est le bagage, c'est un bagage complet. C'est-à-dire que il faut être très bon chef, très bon communicant, très bon ou se mettre carrément en marge. Et là, dire moi ça m'intéresse pas et de l'assumer autrement. Mais ça, c'est de toute façon une posture en référence à la médiatisation. Donc, il est un petit peu en marge quand même, Alexandre. Il est en marge, mais il a quand même accepté de passer à la télé, etc. Donc, non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que il en a pas besoin, pas réellement besoin. Il défend quand même un discours de dire ouais, moi, il faut être à Paris pour se montrer, pour machin et tout. Mais d'un autre côté, il vient pas parce qu'il dit voilà, moi, je ferme mon restaurant que le dimanche et le dimanche, je le passe en famille. Et il a défendu ça depuis le début. Mais malgré tout ça et malgré cette vision, il est quand même obligé. Après, il vient quand même plus rarement que certains. Et il est sur Omnivore généralement parce que il a aussi des choses à dire, à faire avancer son métier. Puis c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la manière de faire évoluer la cuisine, son restaurant, sa vie de chef. Donc il participe. Il se met pas en marge. Moi, c'est pas quelqu'un que je trouve complètement en marge. Mais il est différent, il est singulier, c'est sûr. Et sur cette question, justement, on voit la question de l'expérience, l'expérience totale, en fait, avec justement, Evelyne, vous parliez on a la recette, on a les images, c'est quelque chose qui, de toute façon, maintenant est un peu acté dans les émissions de télé. On surgrossit aussi ce phénomène. Absolument, mais en même temps, il y a une séparation quand même entre service public et chaîne privée, hein. C'est-à-dire que, du moins, ceux qui passent sur les chaînes publiques, comme Thierry Marx, etc., ils revendiquent une différence. Ils ne font pas n'importe quoi, ils ne font pas de la même manière la compétition, ils font pas... Voilà. Donc, il y a un système global. Il y a évidemment, comme dans tout le reste des médias, il y a le service public qui copie le service privé pour des raisons de concurrence, hein. Le service privé, les chaînes privées, voilà. Et puis, il y a une espèce de modèle qui sévit vis-à-vis duquel certains prennent des distances. Alors, c'est ce fameux modèle de la télé-réalité, hein, qui envahit complètement tous les écrans. Les écrans, et j'ai l'impression aussi certaines pratiques de chefs qui finalement se laissent glisser vers ça alors qu'ils n'étaient pas du tout pour ça au début. Et alors en même temps, ils sont méfiants. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des prises de parole où ils disent grosso modo faut retourner vers le métier. Donc ils ont en même temps cet écart, hein, où ils se rendent compte que ils ne sont pas avant tout des hommes et des femmes de médias. Enfin, il y a peu de femmes, hein, il y a peu de femmes chefs, ouais. Hein. Voilà. Mais il y a un petit écart qui s'exprime. Et il y a un discours autorisé qui est le discours finalement extrêmement moralisant que tiennent tous ces chefs, hein. C'est-à-dire, on y arrive avec l'effort, on sera les meilleurs, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Sidonie ? Non, je ne sais pas, effectivement, ça pose question sur les trajectoires des chefs aujourd'hui, parce que longtemps, c'était la course aux étoiles, pour les domaines de la gastronomie de haut de gamme, enfin moyenne gamme, haut de gamme. L'idée de la consécration professionnelle, c'est d'avoir les étoiles. On sait qu'en fait, les chefs étoilés, en réalité, économiquement, c'est beaucoup plus difficile de gagner sa vie en ayant un restaurant étoilé qu'en faisant une brasserie avec beaucoup de clients et des produits semi-transformés déjà en cuisine. Donc en réalité,
les chefs ont toujours eu cette problématique, à partir du moment où ils ont des étoiles, de médiatisation, de visibilité, d'activités annexes, d'avoir d'autres activités pour gagner de l'argent. Alors, soit labelliser des produits, alors on a eu Robuchon et d'autres qui ont fait des produits surgelés il y a déjà fort longtemps, en fait, qui ont été les pionniers dans cette idée de diversification des activités du chef. Et puis aujourd'hui, il y a eu là aussi la télévision comme moyen de, à la fois, se faire voir, gagner de la clientèle et aussi éventuellement vendre des produits dérivés. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas maintenant des nouvelles carrément trajectoires qui se distancieraient complètement de la reconnaissance professionnelle par les étoiles et par le système des guides pour aller vers des formes de reconnaissance qui seraient médiatiques auprès, alors si ce n'est du grand public, enfin du grand public pour les consommateurs des émissions de télé, et puis pour la clientèle simplement de personnes qui sont intéressées par l'alimentation, mais qui n'auraient pas forcément les niveaux d'exigence des critiques gastronomiques. Donc ça questionne aussi sur ce que c'est aujourd'hui qu'être chef, et éventuellement, je ne sais pas comment eux se posent la question sur ces formes de trajectoires possibles, entre eux, est-ce qu'on reste en cuisine ou est-ce qu'on va se mettre en avant. Et ça a donné lieu en partie pour aussi beaucoup de chefs au développement du secteur des relations presse, des relations publiques, qui en fait c'est une forme de délégation de compétences dont ont besoin les chefs aujourd'hui de communication à des professionnels, parce que même n'ont pas forcément toutes ces compétences-là dans leur formation initiale de cuisinier. Donc ça crée aussi tout un écosystème professionnel avec des chefs, des communicants, des photographes culinaires certainement aussi, qui sont... j'imagine que la profession a cru aussi... de nouveaux métiers, oui. Ouais. Oui, après, la profession des photographes culinaires a cru, peut-être, oui, un peu, elle s'est peut-être un peu élargie. Après, effectivement, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, c'était des métiers un peu moins connus, mais qui sont apparus plus au grand jour, comme les stylistes culinaires, etc. Les model makers pour la pub, mais ça existait déjà un peu avant. Donc, effectivement, il y a toute une cohorte de métiers. Et c'est vrai, sur les attachés de presse, moi, j'ai déjà discuté avec des chefs qui me disent, moi, j'ai 3 attachés de presse, quoi. Donc c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ils n'arrivent pas à répondre à la demande, ils n'arrivent pas à gérer ça, et il leur faut ces gens-là pour pouvoir être partout. Donc oui, effectivement. Tu parlais de styliste. Je me suis rappelé une petite discussion qu'on avait eue tous les deux par rapport aux nouveaux métiers finalement de la gastronomie qui apparaissent. En fait, on parlait tous les deux de stylisme et de designer culinaire, qui finalement sont des métiers qui apparaissent de plus en plus. Alors on en a besoin pour gérer les Instagram, les réseaux sociaux, mais tu disais également qu'on en avait besoin en cuisine. Les stylistes, c'est quelque chose que les gens connaissent moins, mais aujourd'hui une styliste, ou un styliste, il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est quelque chose d'indispensable sur des réalisations de grande qualité. En fait, c'est la même chose qu'en photographie de mode, si on n'a pas de maquilleur ou de styliste pour le choix des vêtements. C'est vraiment le travail de la styliste, c'est le choix des objets qu'on va pouvoir utiliser dans les recettes, c'est les bonnes cuissons des aliments qui ne sont pas forcément cuits comme pour les manger, etc. C'est tout plein d'astuces de cuisine, un œil... comme un directeur artistique peut avoir. C'est quelqu'un qui a de multiples compétences et sans qui, nous, photographes, on aurait une photo de bien moindre qualité. Et à tel point que souvent, les photographes et les stylistes, ce sont des binômes. C'est-à-dire que je vais travailler avec tel styliste, je vais avoir un rendu d'image qui va être celui-là. Je vais travailler avec une autre styliste, je sais que j'aurai un rendu d'image qui va être différent. On sera dans 2 univers différents et je vais avoir une écriture photographique avec une styliste et je sais que j'en aurai une autre avec... Je peux reconnaître, peut-être pas tout et je peux me tromper, mais même pour mes petits camarades photographes, avec quel styliste ils ont travaillé, on a des signatures de stylistes au travers qui travaillent avec plusieurs photographes et là on peut se dire, ah tiens, il a travaillé avec cette styliste-là, etc. Donc c'est très marrant parce qu'un binôme crée une imagerie, quoi. Tu veux nous montrer peut-être 2-3 choses ? Alors oui. Parce que du coup, on n'a pas... sur mes images... Et quelle différence entre designer et styliste ? Alors pour moi, designer, on est plutôt du côté de Marc Bretillot ou des choses comme ça, qui a été un pionnier. Donc on est sur la mise en scène de la nourriture, mais pas forcément dans un cadre photographique. Alors qu'une styliste, on est vraiment dans un cadre photographique ou vidéo. Voilà. Après, il y a aussi les model makers. Et les model makers, c'est des gens qui, par exemple, pour les photos de glace, parce que c'est le meilleur exemple, vont créer des produits qui ressemblent à ce qu'on peut manger, mais où il n'y a absolument rien de mangeable.
Donc voilà, la glace est un bon exemple parce que ça peut être de la pâte d'amande, etc. Bien qu'aujourd'hui, dans beaucoup de prises de vue, on est vraiment sur des choses beaucoup plus naturelles qu'il y a 10 ans, où on avait besoin de beaucoup d'artifices, etc. Aujourd'hui, la tendance est quand même à avoir des rendus comme tout le monde serait censé en avoir à la sortie du four et tout. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est valable pour la télé aussi. Hein. Mais on voilà. utilise ces métiers pour la mise en scène. Alors, par exemple, on peut travailler beaucoup avec les stylistes sur des livres assez courants d'éditeurs. Moi, je travaille beaucoup avec les éditeurs sur des livres de recettes assez courants. Donc là, je vais vous montrer quelques images d'un livre sur le pain. Donc voilà, bon. On a 30 recettes de pain différents à faire. Donc voilà, on va travailler avec une styliste et on va essayer de créer un petit univers. Pourquoi ça ne marche pas Hop là. Pardon, je suis désolé. Bon, je vais les faire une par une, c'est pas grave. Tu peux tous les sélectionner. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc, voilà, un petit livre sur le pain. Donc, ça, c'est un livre pour Hachette. Donc, on a le pain avec le pain au M&M's, le pain au tournesol, le pain à je sais plus quoi, et du pain d'épices. Voilà. Donc là, on va avoir une styliste qui va travailler avec nous et qui va définir voilà, l'ambiance générale, les fonds, qui va aller chercher tout ce qui est vaisselle, bois, etc. Et on va se débrouiller avec tout ça. Donc, généralement, on a une énorme table avec tout plein de choix, et pour chaque recette, dans la cohérence du livre, etc., on va choisir différents éléments pour chaque recette. Donc ça donne des images comme ça. Et comment enfin, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai observé dans des sélections de projets. Peut-être que toi, ça te parle un peu plus, cette question de le style un peu scandinave, en fait, dans la photographie. Alors, le style scandinave, en fait, c'est plus des types de lumière. On est plus sur des lumières plus bleues, plus froides, etc., avec des choses très, très épurées. Moi, j'ai pas trop d'images dans cet esprit-là sur les images que j'ai pu faire. Mais là, on a vu tout à l'heure dans la présentation du Étape une revue qui est exceptionnelle, qui s'appelle Full, F2OL, qui est fait par un photographe et sa femme, et là on est vraiment sur de l'imagerie comme ça, donc des images très très froides, un rapport à la nature très très présent, donc on va avoir des fonds bois, des choses comme ça, voilà, c'est très épuré, c'est moi ce que j'appelle le style scandinave. Donc c'est des images sur des livres de restaurants comme je ne sais pas si vous connaissez, mais le Noma, donc le Noma, grand restaurant à Copenhague. Et ben voilà, toute l'imagerie du livre, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle l'image scandinave. Et on a par exemple un autre resto qui est assez exceptionnel, qui s'appelle le Faviken, et qui est perdu au milieu de la neige. Et là, ils ont fait un livre aussi où là, on a carrément le chef qui chasse, qui va cueillir des choses. Magnus, ouais, voilà. Nilsson. Voilà, exactement. Et c'est une expérience incroyable parce que là, quand on parle d'expérience totale, les clients, pour la petite anecdote, arrivent en avion dans un aéroport qui est à 40 minutes. Ils vont les chercher en 4x4. Ils les ramènent au restaurant. Je crois qu'il y a 16 couverts. Et les gens sont obligés de dormir sur place parce qu'en fait, il n'y a pas d'avion pour repartir le soir. Donc, c'est une expérience totale. Et le chef ne sert, c'est locavore, très très locavore, ne sert que ce qu'il chasse, ce qu'il cueille dans son jardin, et en fonction des saisons, etc. Donc là, c'est une expérience totale, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu un esprit scandinave à fond, quoi. Tu as d'autres images de ton travail qui pourraient montrer, par exemple, un travail différent avec une styliste différente? Oui, alors je peux vous montrer... Même si on va retrouver le même grain de photo. Oui, carrément. Je cherchais... je suis un éditeur. Je vous ai parlé tout à l'heure des magazines. Et donc là, je peux trouver des stylistes différentes. Voilà, par exemple ça. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Ça, c'était pour un magazine qui était intéressant. Je crois qu'il existe toujours, mais qui s'appelle Grand Seigneur. Ça dépend de Technicart. Donc voilà. Donc là, on a besoin d'une styliste qui a vraiment un joli stylisme objet.
Donc voilà, qui a vraiment une belle notion de l'objet, de la mise en scène, etc. Parce que là, par exemple, rien n'a été cuisiné par la styliste. Alors il y a des stylistes culinaires qui vont savoir cuisiner et d'autres pas, qui vont être plus dans ce qu'on appelle un stylisme déco, un stylisme objet, et qui vont avoir plus de talent pour aller chercher des objets, etc. Après, ça dépend. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on était vraiment sur du stylisme objet, parce que la styliste n'a rien cuisiné. Voilà. Donc là, son travail, c'est la sélection des objets, l'emplacement. Enfin, après, ça reste quand même une grosse discussion à chaque fois entre la styliste et le photographe. C'est vraiment des images qui sont faites en binôme. En tout cas, moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que c'est pas... Le photographe est normalement là pour s'occuper de la lumière, du cadrage, et voilà, de l'image et de la post-production, et la styliste pour amener l'univers. Mais c'est assez poreux, généralement. C'est-à-dire qu'on va échanger, on dit « Ouais, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin, voilà, c'est pas unilatéral, quoi. Moi, je travaille comme ça. Après, il y en a d'autres qui travaillent un peu différemment, mais voilà. Donc ça, c'était une styliste. Un autre styliste, par exemple, sur... justement, je vais revenir au livre sur les gaufres. Agence, éditeur, livre thématique. On avait le pain. Là, c'est une autre styliste, par exemple, sur le livre sur le chocolat. Et là, c'était une spécialiste du chocolat. Donc, parce que, voilà, c'est... Et en plus, enfin, voilà, spécialiste du chocolat, en plus, c'est elle qui a écrit le livre. Donc, pour le coup, il y en a aussi qui écrivent les livres. Donc là, on est dans une autre iconographie, bien que les photos se ressemblent un peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ah si, quelque chose de... Après, des fois, on est aussi... voilà, ça. Je voulais montrer les fiches L pour repenser à l'histoire des fiches... Voilà. Donc ça, on est sur un travail complètement épuré. Complètement différent. Donc ça, c'est des fiches L qui étaient faites avec des chefs. Là aussi, eux participent aux fiches cuisine. Et ça, c'était David Toutain. Donc ça, c'est aussi intéressant à regarder. Donc le principe des fiches L, donc c'est 4 images qui se répondent sur une seule page. Donc voilà, donc là on est sur des matériaux du restaurant du chef. Donc comme ça on reste vraiment dans sa philosophie aussi. Donc voilà. Toi qui disais qu'elle se revendiquait. Ce qui est marrant, c'est que cette histoire des fiches cuisine, en fait, à un moment, à une époque, le magazine Elle a voulu supprimer les fiches cuisine. Et ça a fait un tollé général dans le lectorat, et ils ont été obligés de les remettre. Alors que, bon, a priori, on n'achète pas le L pour les fiches cuisine. Il s'avère que si, il y a plein de gens qui achètent le L pour les fiches cuisine. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui part souvent dans les cabinets médicaux. En fait, on ne trouve pas les fiches cuisine sur les magazines. En fait, les gens partent avec. C'est rigolo. Oui, ouais. J'ai remarqué aussi. Donc voilà. Maintenant, je peux vous montrer... après moi, sur cette illustration des stylistes, voilà, chaque styliste amène son univers. C'est vraiment très important. Et on est quand même... Enfin, on le voit sur une recherche de graphisme à chaque fois sur la photo. Ça, c'est la tendance actuelle. Et voilà. Et pour arriver à ça, il faut aussi des stylistes, quoi. Il n'y a pas que les photographes qui... C'est marrant comment chaque image révèle un type de pratique culinaire aussi différente, l'état d'esprit dans lequel les chefs se mettent, effectivement, selon qu'ils soient hyper médiatisés ou moins. Il y a quelque chose comme ça. Et pour redire aussi un petit truc, par exemple par rapport à Bif, je disais tout à l'heure que même les chefs ou les gens autour de la nourriture ont quand même beaucoup besoin. C'est-à-dire que là, moi par exemple, Bif m'avait demandé d'aller photographier Hugo Desnoyers, donc boucher, qui a communiqué beaucoup, et voilà. Donc même les bouchers communiquent et donc se retrouvent dans des magazines comme Bif en étant considérés comme des people. Donc ça donne des photos comme ça, voilà. Et on voit pas de viande. Non mais voilà, on voit pas de viande. Donc c'est parce que c'est pas l'intérêt. Et on l'interroge. La rubrique c'était mes meilleures bouteilles. Donc avec Alice dont tu parlais tout à l'heure, Alice Malberg, qui est la rédac chef de. Donc c'est marrant parce que voilà, on se retrouve. Effectivement, on est dans une boucle, c'est-à-dire qu'on a un boucher qui pose en dehors de l'univers de la viande est considéré comme un people dans un magazine qui est people de food, quoi.
Donc c'est très transversal, quoi. Voilà. Vous avez un peu, Evelyne, vous sur l'aspect people des chefs, c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de vos recherches. Ce qui est notable, c'est l'omniprésence par exemple du mot chef dans les différents titres d'émissions. Hein. Donc l'aspect people, c'est ça, mais depuis Raymond Oliver, hein, c'est-à-dire il y avait le côté starification qui existait et qui n'a fait que se renforcer, justement à partir du moment où il domine le monde médiatique. Hein. Donc ils correspondent exactement à ce qu'aujourd'hui on appelle des hommes de médias. Hein. Alors avec tous leurs fans aussi, tout le fait que les gens qui jouent dans leurs émissions veulent être comme eux, donc ils représentent un modèle aussi, un modèle humain. Hein. Et enfin, moi je suis très frappée par justement ce côté modèle humain, c'est-à-dire je disais tout à l'heure y arriver par l'effort, travailler, etc. Ou encore Thierry Marx qui fait des choses, Lignac aussi l'a fait pour les jeunes. Hein. Donc il y a l'idée aussi ils sont des stars de ce qui est bon pour l'époque. Hein, et donc qui aussi fait consensus à l'époque. Hein, c'est-à-dire que bon, c'est pas forcément un point de vue totalement partagé, mais s'ils ont cette reconnaissance, c'est parce qu'ils arrivent à mettre en avant, à mon avis, des valeurs hein, qui reflètent une époque. Voilà. Ouais, en fait, c'est aussi une tendance qui vient de l'étranger, je pense. Oui, américaine. Oui, et aussi Amérique du Sud, avec des chefs qui se sont fait ambassadeurs de produits ou de pays. Et aussi les chefs nordiques qui ont beaucoup milité pour la naturalité, pour le retour, et les produits locaux aussi, avec une mise en avant de leurs produits locaux et des considérations environnementales qui font qu'effectivement il y a une forme de militantisme, en tout cas ils portent une parole qui dépasse la simple autopromotion de leur cuisine, et c'est quelque chose qui se voit, je pense, effectivement pas seulement en France, et qui se développe de plus en plus certainement sur notamment des prises de position dans des domaines qui sont pas complètement liés à leur activité sur l'environnement ou autre, ou gestion des ressources naturelles, qui sont un peu plus éloignées de l'activité quotidienne du chef, et qui tendent effectivement à être portées par ces stars. Quand ils disent quelque chose, par exemple, couramment dans les émissions, il y a des larmes. Hein, donc leur parole a de l'impact. Hein. Et puis quand on parlait de Thierry Marx sur des sujets autres que l'environnement, etc., c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour la réinsertion, etc. Donc en fait, ils se font effectivement leaders de pensées très importantes pour la société et qui ne sont pas au départ en rapport avec à la cuisine pure et dure. Il y a une forme de responsabilité en fait liée au statut médiatique d'une certaine manière. Donc ils proposent une manière de se comporter dans la vie. Oui, puis comment manger, comment se comporter, donc c'est des entrepreneurs de morale d'une certaine manière. Oui, puis c'est très axé aussi. Pardon, non, c'est parce que aussi dans leur formation, je pense que c'est quelque chose qui est très ancré. En fait, le chef de cuisine, malgré tout, c'est un éducateur. Enfin, je pense que c'est toujours un éducateur parce que les gars, ils arrivent à 14 ans ou 13 ans et ils sont formés dans une brigade, etc., avec une hiérarchie très marquée, etc., de ce qu'on peut connaître. Et donc, il y a forcément une notion de pédagogie et d'implication des valeurs morales du chef sur sa brigade. Et voilà, c'est assez paternaliste en fait. Enfin, voilà. On voit par exemple Alain Ducasse qui est représentant de la grande école d'hôtellerie de Lausanne, en fait, qui finalement, il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont lancés aussi dans des formes de transmission. On voit avec Marc Bretillot et la cuisine moléculaire, mais le design culinaire, c'est quand même quelque chose qui fait suite et qui participe à leur médiatisation, non ? Je pense. Oui, absolument. Ça l'étend en tout cas, ça étend leur domaine, je trouve. Et c'est surtout ça étend leur domaine. Il y a le fameux mot de brigade, hein, brigade culinaire, ça a aussi un sens, hein, c'est-à-dire quand même on enrégimente aussi, hein, et ça s'est quand même maintenu. Oui, clairement. Puis bon, même la discipline relativement militaire de la brigade se maintient parce qu'il n'y a pas, même avec une ouverture d'esprit qui pourrait être vers un peu plus de
tranquillité. En fait, ça ne peut pas fonctionner autrement en termes voilà, c'est un modèle qui marche pour faire tourner un service. Voilà, donc ça reste malgré tout, malgré des ouvertures beaucoup. Au niveau du travail, ils restent encore très très fermes entre guillemets, mais c'est une forme de nécessité. On parlait tout à l'heure des chefs qui pouvaient passer beaucoup de temps à la médiatisation. Malgré tout, pour en avoir discuté par exemple avec Yves Candebord, après qu'il ait passé 4 saisons, je crois, sur MasterChef, il avait un réel besoin de retrouver sa cuisine déjà pour lui et savoir, voilà, parce que il était en dehors de sa cuisine très longtemps. Et malgré tout, même s'il a des collaborateurs qui sont formidables, et ben c'est pas pareil quand il n'est pas là, quoi. Donc parce que le modèle du chef, c'est important que le chef, c'est le chef dans la cuisine, quoi, et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il y a besoin de la présence du chef pour que la brigade fonctionne, même s'ils ont inculqué les valeurs à leur seconde cuisine, ou etc. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment une figure importante de la cuisine, le chef. Merci. Je vois qu'on me fait un petit signe. Je pense qu'on va clôturer notre... Oui. On va clôturer nous 4, mais par contre, si vous avez des questions... Ah. Julia, ça va sans doute être beaucoup plus important et sérieux, mais et les femmes là-dedans? Les femmes, c'est ça? Oui, et les femmes. Bien, sont arrivées en tout cas les femmes, une femme par émission dans Top Chef depuis quelques saisons, qui ne se comporte pas radicalement de manière différente, mais je pense que c'est une souci de répondre au fait qu'il avait été noté que les femmes étaient absentes, et donc l'invention du mot de chef avec deux F. Voilà, donc les femmes, à mon avis, le modèle est essentiellement viril. Et il y a des émissions qui sont, alors là, beaucoup plus, je vais dire, bonnes femmes, proches des gens, etc., comme par exemple dans Télématin, celle qui montre les émissions culinaires, comment on fait quelque chose de pratique avec des surgelés, etc., bon, ce genre de choses. Là, elles interviennent, mais je pense qu'elles interviennent beaucoup plus dans ce qui est plus proche des gens que les grandes émissions de télé-réalité, etc. Elles y sont maintenant, elles y sont, mais minoritaires, parce que je pense qu'il manque de profils de femmes chefs pour occuper ça. Je suis assez d'accord. Et elles sont peu... Il y en a, mais elles sont peu... Elles sont pas nombreuses, en gros. Et souvent, elles sont sur des métiers qui sont connexes à la gastronomie. Par exemple, on a beaucoup de stylistes et de designers culinaires ou des assistantes de grands chefs, et pas encore de grands chefs femmes, même si ça tend quand même à se développer. Et ça a été beaucoup... on en a beaucoup parlé dans la presse, en fait, aussi. Donc, du coup, il y a eu un peu de place qui a été faite. Mais par exemple, pour les grands prix, Relais Château, Gaute Millau et tout, c'est rarement des femmes encore. Il y a aussi le profil de Julie Andrieux. Julie Andrieux, c'est typiquement service public, et c'est la cuisine avec autre chose. C'est la cuisine avec le voyage, c'est la cuisine avec l'exotisme, c'est la cuisine... c'est une femme moderne, voyageuse, qui ose goûter, etc. Voilà. Mais qui est typique aussi service public. Oui, moi, j'ai plutôt travaillé... Côté journaliste, en fait, effectivement, il y a quand même, pour les journalistes critiques de restaurants, il y a quand même un nombre assez substantiel maintenant de femmes qui exercent cette activité-là. En tout cas, je pense que la profession s'est beaucoup féminisée. En revanche, pour un peu travailler aussi du côté des journalistes qui écrivent les recettes, alors journalistes stylistes, parce que justement côté rédaction, parfois ils les appellent aussi stylistes parce qu'elles font à la fois la recette, l'écriture de la recette et parfois la mise en scène. Là, pour le coup, c'est un monde quasi, enfin, je sais pas, tu compléteras, mais j'ai l'impression quasi exclusivement féminin. Les côtés recettes, la cuisine du quotidien, c'est quand même... C'est 90% de femmes, je pense. Massivement quelque chose qui reste très féminin. Ouais. Et c'est intéressant, dans Cuisine et Vins de France, à l'époque où ils ont fait une montée en gamme dans les années 80, avec un mode, justement, passer à la cuisine côté loisir, beaucoup moins à la cuisine du quotidien. Donc on enlève beaucoup de recettes dans le magazine, on fait des reportages, avec un financement massif par de la publicité pour des alcools forts, pour des voitures, donc des publicités ciblées très masculines.
Et le lectorat, clairement, on voit qu'on crée des rubriques automobiles, des rubriques destinées aux hommes, en fait, avec l'idée que la montée en gamme de la cuisine du quotidien vers de la gastronomie plaisir ou de la cuisine plaisir ou bien de la consommation de sortie au restaurant, ça va de pair avec la masculinisation. Et après, on a un retour. Alors maintenant, le Cuisine et Vin de France, comme il y a une partie vin importante dans ce titre de presse culinaire, ça a toujours été un magazine qui a un lectorat masculin un peu plus fort que dans les autres magazines de recettes. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a toujours cette distinction entre le vin, c'est du côté des hommes, la cuisine, la sortie au restaurant, c'est mixte. Mais en revanche, la cuisine du quotidien, ça reste quand même... on s'adresse essentiellement à des femmes... Juste un petit complément aussi par rapport aux émissions culinaires. Il me semble intéressant d'étudier en même temps les publicités. Parce que les publicités sont un excellent indicateur pour voir à qui s'adresse et justement l'émission. Et précisément, justement, il y a énormément de publicités en direction des hommes. Donc ces grandes émissions très longues, etc., qui durent plusieurs heures et tout ça, elles visent aussi un public, elles visent même beaucoup un public masculin. Merci. Oui, alors merci. Je pensais, en fait, je voulais réagir sur les photos qu'on a vues et sur les derniers propos qui ont été tenus, parce qu'il me semble qu'il y a la question du masculin et du féminin, mais il y a aussi la question de, j'allais presque dire, la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que je vois vraiment là du high-tech et de la start-up, quoi, je veux dire, tout simplement. Et de la même façon qu'on a dit que Goemio avait été créé, enfin, ce mouvement de nouvelle cuisine avait en fait fonctionné. C'était un moment de passage entre les anciennes élites attachées aux anciennes cuisines et la catégorie des cadres qui naissaient dans les années 60-70 et qui, du coup, il y avait une nouvelle cuisine qui se mettait en place pour eux avec un nouveau rapport au restaurant, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi de ce phénomène social qui n'est pas à négliger. Mais enfin, ma question porte... Enfin, vous pouvez réagir là-dessus, mais ma question, en fait, c'est que je suis frappée dans ces cuisines de voir, finalement, dans ces photos, pardonnez-moi, justement, de voir l'absence de produits, de cuisine, etc. C'est-à-dire que moi, quand je vois ces photos, je me dis que très certainement, la photographie est un art et qu'il y a une esthétique photographique magnifique, d'ailleurs, qu'on voit dans ces images, mais ça ne me renvoie pas du tout à la cuisine et que, du coup, ça me pose la question de savoir la part de la médiation, justement, de ce photographe culinaire ou de ce styliste, ce que son intervention fait à la cuisine, en fait. C'est-à-dire, c'est ce vide qui m'interpelle, cette absence. Et alors que dans les photos qu'on voyait d'une autre époque, on tendait à rendre appétissant. Là, on est... Alors, je ne vais pas renvoyer à Mongin, à l'ère du vide, enfin, etc., tout ce qui avait été dit sur le vide, mais cette espèce de vide et d'ascétisme que nous renvoient ces photos, au-delà d'un mouvement esthétisant d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire de notre relation à la cuisine ? Voilà. Alors, je pense que, alors je comprends parfaitement je crois comprendre parfaitement ce que vous dites. Après, je peux déjà répondre sur le fait que ma photo n'est pas forcément complètement représentative de la photo culinaire actuelle. C'est-à-dire que moi, j'aime ces images et j'ai tendance à aller vers ce que j'aime et on vient me chercher pour ça. Non, mais voilà, c'est pour ça. Mais par contre, la tendance n'est pas forcément complètement que à ces photos-là. Par exemple, on parlait de 180 degrés tout à l'heure, où dedans, on a deux photos. Enfin, il y a deux photographes qui font beaucoup d'images dedans, qui s'appellent Éric Fesneau et Guillaume Xerve. Voilà, on n'est pas dans ce que vous pouvez reprocher à mes images. Non mais j'ai bien compris. Non mais voilà, eux sont plus sur le produit, etc. Donc voilà. Mais effectivement, oui, non mais. Non mais il n'y a pas de problème. Non mais c'est parce que c'est sûrement ma vision à moi qui est peut-être plus dans le. Je suis un photographe de nature morte à la base et je pense que ça se sent beaucoup dans mes images culinaires. Et moi, je suis beaucoup sur le signe graphique, sur la matière, sur les couleurs.
les volumes, enfin voilà, et peut-être moins dans les stades descriptifs de la cuisine ou de la recette. Je suis complètement, et clairement, vous avez complètement raison. Mais mon image à moi va effectivement plus s'intégrer sur des magazines type omnivore ou voilà, des choses comme ça où on va aller vers des choses plus conceptuelles, alors qu'on a des magazines comme par exemple Saveur. Voilà, Saveur, je ne travaille pas pour Saveur parce que mon image, j'ai eu des contacts, enfin voilà, mon image ne convient pas à ce magazine et je pense pas que je travaillerais pour Cuisine et Vin de France. Voilà. Mais moi, c'est une volonté personnelle de ça, et en plus, ce que je vous ai choisi va plutôt dans le sens de ce qui représentait ma photographie. Après, il y a quand même d'autres images à moi, mais voilà, c'est pas des images que je montre parce que ça ne représente pas sur mon site. Vous trouverez pas effectivement les images dont vous parlez, à part quelques photos de tartines. Et encore, enfin voilà. Là, il y a un bouquin sur le canard gras que j'ai fait. Je pense que ça correspondrait plus à votre vision Non, mais pas à votre vision, pardon. Non, mais bien sûr. Non, mais voilà. Mais c'est mais voilà. C'est vraiment ma volonté à moi d'écriture, et effectivement qui est peut-être moins dans le pur culinaire et dans la représentation de la recette et dans la valorisation de ça que dans une recherche graphique ou voilà. Et voilà. Mais je ne suis pas représentatif forcément complètement de la photo culinaire actuelle. Mais c'est une question super intéressante parce qu'il y a des tendances visuelles en photographie culinaire et gastronomique, et on a des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, l'artiste Olafur Eliasson qui se met à faire un bouquin chez Phaidon qui s'appelle Olafur Eliasson en cuisine. Le livre, c'est un catalogue, c'est presque comme un catalogue d'art finalement, et les photographies, on a une distance quand même assez grande finalement avec le propos même du livre qui est la cuisine, la nourriture, la matière. Tout le livre est fait sur finalement des plans qui sont vus de haut ou éloignés. On voit la cuisine et finalement on voit du design, on voit un espace dans lequel les choses sont mises en scène, exactement ce qu'il a l'habitude de faire en général, plutôt que le Olafur en cuisine, qui est la personnalité même de cet artiste, qui en fait cuisine chaque jour pour ses assistants, et qui a un rapport beaucoup plus charnel à la nourriture en vrai de vrai. Mais c'est une forme de représentation. Mais à l'inverse, chez Phaidon, c'est intéressant parce que justement, il y a deux types de tendances. On a des livres avec Massimo Bottura où on est vachement plus dans la cuisine généreuse, et on peut avoir des types de photos qui sont beaucoup plus proches de la matière. Et à l'inverse, on a d'autres livres, celui-ci en est un très bon exemple, ou même des choses qui tendent vers la photographie scandinave, où la prise de distance est énorme. En fait, on voit des paysages blancs avec des maisons en bois, et finalement le rapport à la gastronomie est second. C'est plus une expérience globale et oui, la question du corps. Ouais. Et après, on a aussi des magazines australiens comme Donae, qui est quand même une grosse référence aussi, où là, par contre, on est plus dans la recette. Voilà, etc. Dans la recette très bien faite, voilà, on a une très très belle image, mais on est quand même dans le produit et dans la recette. C'est vrai que le propos se pose à chaque fois. Après, il y a ce très beau livre qui est sorti chez Aperture Édition, qui reprend toutes les photos contemporaines en cuisine avec des styles très variés, y compris des choses qu'on a pu voir en cuisine. Juste un mot sur la question des classes sociales. Enfin, classe sociale, je ne sais pas comment vous l'aviez formulé, mais... je me suis intéressée à la production des recettes, et j'ai regardé dans différents types de magazines comment ça se faisait. Alors, j'ai pas vu toutes les façons possibles, mais en fait, il y a vraiment plein de manières différentes de fabriquer une recette, et notamment le modèle qui a été décrit ici, dont on a parlé, qui est un modèle avec cuisinier plus styliste ou cuisinier styliste plus photographe. C'est un modèle qui est le modèle vraiment des magazines les plus considérés comme haut de gamme, voire carrément design et sophistiqués, qui ont des lectorats qui généralement sont plutôt classe moyenne, classe supérieure. Et en fait, dans beaucoup d'autres magazines qui sont plus grand public, on a des modèles de fabrication de recettes et notamment d'usage des photographies qui sont beaucoup moins coûteux à produire, notamment reprises de visuels qui sont envoyés par les marques pour faire de la promotion pour leurs produits. Donc les marques d'agroalimentaire peuvent envoyer des recettes libres de droit avec des photos que les magazines simplement ont le droit de publier sans refaire la recette, sans la refotographier. Parfois, les magazines
prennent la photo libre de droit et font reproduire la recette à partir de la photo à une cuisinière, ce qui donne des situations parfois un peu cocasses. Je crois qu'il y a eu un cas où 2 magazines avaient publié la même photo avec une recette différente, parce qu'ils avaient récupéré la même photo, mais les cuisinières avaient trouvé une recette différente. Voire certains magazines qui font faire ça par des amateurs. Il y a des cas de magazines qui sont vendus en kiosque, où en réalité ils font faire les recettes et les photos par des blogueurs culinaires ou par des amateurs qui, avec leur smartphone, vont prendre la photo, l'envoyer, écrire la recette. Ça coûte, je crois, 50 € pour avoir une recette avec la photo, alors que les tarifs qu'on m'avait donnés pour la photo plus styliste, c'était de l'ordre de 400 €, je pense, la production d'une recette en pleine page. Donc après, en plus, oui, ça doit varier. Ouais, pour l'économie, ça dépend des économies. Donc on peut avoir des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés. Très très différents, effectivement, en fonction en partie après du rendu et de l'esthétique du magazine, qui va souvent de pair avec un type de lectorat particulier aussi. Ça, c'est complètement vrai, en fait. Pour le coup, par exemple, les magazines qui vont pas faire beaucoup de prod et qui vont aller chercher, par exemple, c'est du Marmiton, c'est des choses comme ça, où on va avoir des images qui viennent d'Image Bank et ils vont replaquer des textes dessus. Effectivement, il y a des magazines qui vont créer plus beaucoup des prods complètes, où là, on va avoir effectivement un chef, une styliste, etc. Mais c'est vrai qu'on est sur des budgets qui sont pas du tout les mêmes. Et donc, les coûts de fabrication pour les magazines ne sont pas les mêmes, le prix de vente, c'est un positionnement complètement différent. Est-ce que vous saviez que la revue 180 était faite 1 an à l'avance? Parce que comme chaque numéro présente des produits de saison, pour pouvoir les photographier, il les photographie l'année d'avant. Et le magazine sort à la même saison que les mêmes produits. Mais ça, c'est le cas. Enfin, la plupart des magazines ont ce mode de fonctionnement. Enfin, la plupart. Les magazines plutôt haut de gamme ont ce type de fonctionnement où les photos sont prises quasiment effectivement un an à l'avance, ou en tout cas 6 mois à l'avance pour... Être juste. Donc il y a effectivement des temps aussi, ça demande des modèles avec des temporalités sur la durée de vie du magazine qui sont un peu différents. Oui, mais malgré tout, on se retrouve quand même des fois dans des situations incroyables à faire des photos de produits d'été en hiver. Alors on va à la grande épicerie et là on paye des pêches 15 €, quoi. Et voilà, c'est rigolo. Mais voilà, parce que donc on n'est pas tout le temps sur ce modèle-là, par contre, mais c'est quand même un très très bon modèle. Mais 180 degrés, ils ont un modèle de fonctionnement qui est très très bon. Enfin voilà, ils ont réussi à faire quelque chose de très cohérent. Ils ont une démarche là-dessus qui est vraiment bonne, quoi. Mais c'est pas le cas de tous les magazines non plus. Enfin voilà, 180, c'est une petite équipe, c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui fonctionne bien, quoi. Donc on a du mal à imposer cette saisonnalité pour nos prises de vue à nous, quoi. Enfin, sur autre chose. Par rapport à la télévision, c'est quelle question? La question sur la représentation sociale. Est-ce que ça dit aussi la mode, par exemple, de la télé-réalité? Est-ce qu'il y a une porosité aussi entre cette mode des chefs par la télé, mais le public, oui, c'est le grand public? Comme on sait, le grand public n'existe pas. mais ce qui est sûr, c'est que moi, c'est ce que je disais, ce sont des émissions qui sont consensuelles. Mais par exemple, alors je peux citer des éléments. Moi, j'ai vu que j'ai fait des séminaires sur les émissions culinaires dans le cadre d'un séminaire télévision que je fais. Apparemment, les étudiants ne s'y intéressaient pas du tout. Et on fait à peine, on s'est lancé véritablement dans la discussion, dans le contenu et tout. J'ai bien vu qu'ils connaissaient ça absolument très, 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 très bien. Hein, voilà. Donc, qu'ils les regardent. Et peut-être qu'elles les regardent parce que, par exemple, j'ai bien vu une réaction un peu critique. Alors c'est autre chose, c'est pas les catégories socio-professionnelles, mais c'est la question des sexes. Il y avait un homme qui participait au séminaire et qui s'intéressait beaucoup justement à ces questions et qui, lui, recevait des petits regards un peu critiques, etc. Voilà, donc c'était un peu de quoi il se mêle, quoi. Hein, voilà. Et donc moi je pense quand même que c'est un spectre, quand même, quand on voit les chiffres d'audition, hein, je veux dire, ça se chiffre par million, c'est 3 millions environ de téléspectateurs, donc c'est un très bon taux d'écoute en semaine. Hein, voilà. Donc ça touche large, ça touche les mêmes gens que on peut voir si on se balade du côté des Halles de Paris.
dans les boutiques spécialisées dans tout ce qui est les marmites, les instruments culinaires, etc., on voit, on sent ce genre de population qui, effectivement, c'est pas l'ouvrier du coin, si tant est qu'il existe encore. Voilà, donc, mais moi je pense que c'est assez large, ça s'appuie fondamentalement sur les classes moyennes aisées, hein, mais ça touche quand même beaucoup plus large. On va peut-être s'arrêter là pour respecter un petit peu le programme. Je pense qu'on a un petit peu... on n'a pas du tout commencé à aborder les sujets de la table suivante, mais on va passer un peu, je dirais, des images et de l'image. Il a été beaucoup question d'images au sens propre du terme, aux imaginaires pour la table qui va suivre, puisqu'on va aussi parler pas mal de cinéma et de littérature. Donc on va faire un petit quart d'heure de pause et on se retrouve ici même. Vous pouvez rester dans les parages ou rester dans la salle, il n'y a pas de problème, et le colloque se poursuit. Merci à tous les quatre pour cette belle discussion et à tout de suite.